ça a vraiment littéralement changé le business. Et le simple changement, on n'a rien changé au marketing, hein. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 20%. Comment on en vient à créer des odeurs pour le FBI et autres forces armées? Explosif, ça reste l'odeur principale. Et après, tout près, c'est les odeurs de cadavres. Et puis un peu comme ça, sur une idée, on dit bon bah viens on enlève les 10% quoi, pour voir. Puis en fait on s'est aperçu que ça ne changeait absolument pas le taux de conversion et que ça faisait 1 an et demi qu'on donnait 10% de notre marge à des clients qui s'en fichaient parce qu'ils commandaient quand même, tu vois. Mais on reste sur l'humain. C'est-à-dire, c'est l'humain qui me permet de développer mon e-commerce, parce qu'après, c'est du bouche à oreille. Moi, j'ai d'autres clients où finalement le 5% ou le 10% ne fonctionne pas, mais le petit cadeau à la première commande fonctionne. Donc, en fait, il Ça y a... dépend vraiment des business, hein, ouais, ça c'est dépend des clair. business et je crois qu'il faut juste tester. Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce. Voilà. Alors, aujourd'hui, on accueille Grégory Herrin, cofondateur de GetXcent. Vous avez mis au point une technologie unique au monde, des tubes brevetés capables d'absorber et de restituer des odeurs 100% réelles. Mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, à entraîner des chiens dans le domaine aussi sensible que la détection d'explosifs, de stupéfiants, de maladies et même de cadavres. Vos clients, des éducateurs spécialisés, canins, mais aussi des aéroports, des forces police, l'armée, bref, tous ceux qui dépendent de chiens de détection performants. Comment on en vient à créer des odeurs pour le FBI et autres forces armées? C'est des rencontres. Tout commence par les gens. Donc c'est en échangeant avec eux qu'on a pu découvrir ce besoin qui était vraiment inconnu pour nous à l'époque. Et puis on a travaillé avec eux main dans la main et puis on a réussi à développer ce produit. Peut-être pour ceux qui nous regardent, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors nous c'est qui Grégory? Bonne question. Nous c'est GetSint, notre équipe. On est plusieurs. On est deux cofondateurs, donc Quentin et moi-même. Et puis c'est nous qui sommes allés à la rencontre, hein, des entraîneurs, des éducateurs canins, et qui nous ont remonté ce besoin en fait. Je vous montre le produit. Je sais pas si vous voyez. Ah, C'est un petit tube. c'est un petit tube. On a tendance à dire que comme une éponge à odeur. La même chose que vous avez sur votre clavier, CTRL-C, CTRL-V, on fait la même chose. C'est-à-dire que ce petit tube, il permet de copier et coller une odeur. Donc vous pouvez copier du café, du chocolat, mais aussi des explosifs, des drogues, euh, des odeurs un peu moins glamour comme du cadavre, des punaises de lit. Voilà, c'est la beauté du produit, ça marche avec n'importe quel type d'odeur et vous pouvez faire ce copier-coller. Et quand tu dis copier-coller, c'est que en fait cet objet que tu nous as montré, cette fiole, elle va capter l'odeur que tu vas lui envoyer et elle va comme un espèce comme un papier collant, on va dire, ou comment ça marche? Vraiment Alors, comme une éponge, en fait. Si on imagine l'éponge qui vient absorber de l'eau, nous on vient absorber ah. l'odeur, et ensuite l'eau, quand on serre l'éponge, elle va être relarguée par l'éponge, et là la même chose, on va relarguer l'odeur en fait. Et fait en quelle matière cette fiole? C'est ça en fait, l'innovation, c'est le matériau qu'il y a derrière. Donc là on est des grands passionnés de Lego avec Quentin et moi depuis notre plus tendre enfance, et en fait c'est qu'on a mis des Lego ensemble. Et en collant ces différents blocs de Lego, hein, comme on construirait une maison en Lego, ben, on a construit ce produit-là. Et ça permet nos différents blocs de Lego permettent d'absorber toutes les odeurs que l'on a sur Terre actuellement. Donc vous partez vraiment de la tech en fait. À la base, vous étiez pas Exactement. spécialement des spécialistes du chien qui Pas ont du tout, trouvé pas du tout. Non, voilà. Vous êtes... c'est vraiment à la rencontre. Ça, nous, on est toujours à l'écoute des besoins, on est toujours en train d'échanger, on adore résoudre des problèmes. Et c'est comme ça qu'on a pu résoudre ce problème. En fait, ils avaient aucun moyen d'entraîner de manière fiable un chien à détecter de l'explosif, par exemple. L'explosif, c'est instable, hein. Personne n'a envie de se trimballer avec 13 kilos d'explosifs dans le dos pour aller entraîner un chien. Donc là, aujourd'hui, ils prennent un petit tube. Là, on le voit dans sa fiole, hein, dans sa fiole de stockage. Ils prennent un petit tube, ils peuvent aller entraîner un chien n'importe où, sans contrainte réglementaire, avec la même qualité que la matière réelle. Ils peuvent se balader à la COP, ils peuvent aller à la Migros, ils peuvent aller dans une gare, ils peuvent aller dans un aéroport.
besoin d'aucune autorisation. Ils peuvent monter dans un avion avec, ils peuvent voyager. On n'y pense pas, mais par exemple la Suisse rayonne dans le monde entier, donc ils vont former des unités dans le monde entier. Ils peuvent voyager avec des tubes GetSense. Et c'est ça la beauté du produit en fait, il n'y a plus de limite. Et c'est quoi ton background? Parce que je suppose que t'es quoi? T'es un chimiste, un biologiste? Ouais, Qui c'est ouais, qui mon s'occupe background, c'est de ouais, ça? c'est les matériaux, c'est physico-chimie, donc c'est vraiment l'alliance de la physique et de la chimie qui nous a permis d'arriver à ce type de produit aujourd'hui. Donc on parle beaucoup d'odeurs, on parle dans les parfums, c'est quelque chose qui est très connu, donc c'est les odeurs, c'est la chimie. Et puis après on a besoin d'un matériau, et là on est plus dans la physique. Donc c'est ce qu'on a réussi à mettre nos compétences en œuvre pour créer ce produit, en fait. Moi, j'ai une question, j'arrive pas à imaginer comment tu peux fabriquer ou collecter des odeurs d'explosifs ou de cadavres, par exemple. Comment ça marche? Pour qu'elles soient... Parce que l'idée, c'est que si tu entraînes, enfin, si tes produits sont utiles pour que des dresseurs entraînent des chiens dans la situation réelle de détecter des produits dangereux, bah, j'imagine que toi, il faut que tu sois au plus proche de la réalité dans tes tubes, en fait. En fait, Comment ça nous, marche? il y a deux modes de fonctionnement. Soit, par exemple, on parle d'une unité canine dans la police ou dans l'armée. Généralement, ils ont accès à de l'explosif. Donc, c'est eux qui vont faire le travail de copier-coller qu'on parlait précédemment. Donc, ils vont prendre le tube GetSense, ils vont le mettre à côté d'explosifs et ils vont attendre que l'odeur soit sur le tube GetSense. Et là, ils ont vraiment l'odeur réelle à 100%. Et les odeurs que tu collectes, elles sont toujours 100% naturelles. Il y a pas Exactement, c'est vraiment d'odeur la même odeur. synthétique. Non, c'est exactement. Là, on est vraiment sur de l'odeur réelle. Donc, c'est la même que la substance réelle, euh, que le matériau cible. C'est ce qu'on appelle ça. Nous, on parle de matériau cible aujourd'hui. Là, depuis le début, on a parlé beaucoup d'explosifs. Mais il faut savoir qu'on travaille avec 1000 odeurs différentes. Vraiment, c'est dans le domaine de la biologie, punaises de lit, des rats, euh, mais aussi on va travailler dans le domaine de l'agriculture, des maladies de la vigne, des maladies d'arbres. Donc on a vraiment un panel d'odeurs qui est extrêmement large parce que le chien est le meilleur détecteur sur Terre de manière olfactive, hein. Il n'y a pas de machine qui est plus performante que le chien. Aujourd'hui, on dit que le chien, il est au minimum 1000 fois plus performante que la meilleure machine. Euh, donc enfin, le meilleur ami de l'homme, il a vraiment des capacités olfactives qui sont illimités et qui sont sous-utilisés aujourd'hui. Et aujourd'hui, le matériau cible sur lequel vous avez le plus de demandes, ou même si c'est pas vous qui faites l'imprégnation directement, aujourd'hui la demande elle est où? C'est les hôtels qui ont besoin d'avoir d'être sûr qu'il n'y a pas de puce de lit. C'est d'un point de vue commercial, c'est quelle odeur qui Explosif, ça reste l'odeur principale et après tout près c'est les odeurs de cadavres. Ok, donc Donc on vraiment utilise les police, chiens. armée. Voilà. Après les chiens, ça dépend des pays. Typiquement aux États-Unis, il y a beaucoup de gens privés qui forment des chiens à détecter des cadavres et qui après sont contractés par différentes unités de police ou potentiellement par l'armée, mais surtout par la police. Donc il y a vraiment des chiens privés, on va dire, des gens qui ont fini leur carrière et puis qui ont envie de encore de travailler, et ils vont former des chiens à détecter du cadavre. Des restes humains, comme on dit en Europe, plus particulièrement. Ouais. Chaque- Comment est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus performantes que d'autres sur des détections de X ou Y matériaux? Alors je vais pas me lancer dans le débat parce que ce serait beaucoup trop risqué par rapport à nos clients. Non, mais effectivement, il y a des races de chiens qui sont en fonction de la typologie de recherche, qui sont plus performantes. On va chercher par exemple du drive, de l'énergie, de l'endurance. On va aller plutôt dans la police, l'armée, ils vont aller chercher des malinois, ce type de chien. Alors il y a des chiens qu'il faut, par exemple, pour la punaise de lit, on veut des chiens qui soient passe-partout. Donc ça va être, on va retrouver des chiens qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours facilement. Ça va être un petit un petit Cavalier King beagle, Charles, ouais. Teckel. Même un petit, ça va être des caniches, hein. Les caniches ont des capacités olfactives très intéressantes et ils ont un look qui passe partout. Donc quand il y a un tel 5 étoiles qui veut faire analyser une chambre, c'est plus, Ah, ça c'est passe sûr mieux que que ça venir avec passe un mieux gros que le malinois. malinois. Exactement.
Donc ça, C'est c'est... clair. Est-ce qu'il y a des matériaux cibles qui sont, je sais pas, qui sont tellement pas volatiles en termes d'odeur que du coup c'est pas possible de capter leur, ou bien quelque chose qui a pas d'odeur simplement. Je sais pas si ça existe des choses sans odeur pour Pour d'un un point de vue chien du chien. aujourd'hui, ouais, pour Ouais. le chien c'est difficile parce que le chien vraiment il a une telle sensibilité que même des choses qui nous paraissent sans odeur, pour lui ça a une odeur. Mais tout l'enjeu pour nous c'est aussi de comprendre ce qui se passe parce qu'aujourd'hui faut rester humble, c'est qu'on fait une analyse en machine, des fois on voit aucune odeur, mais le chien lui il voit quelque chose. Donc c'est là où on doit se dire ok on a passé des années à construire les machines les plus performantes, mais le chien lui il voit une différence. Et c'est tout le vraiment la beauté des entraîneurs de chiens qui vont arriver à leur amener un niveau de détection qui est incomparable avec aucune machine qui peut rivaliser avec un chien aujourd'hui. C'est là où on doit rester humble. Donc oui pour l'humain, oui pour la machine, il n'y a pas des matériaux qui n'ont pas d'odeur, mais pas pour le chien. Nous c'était l'enjeu de faire un matériau. On a fait un matériau que nous on annonce sans odeur parce qu'on le voit pas d'odeur à la machine. On voit pas on n'arrive pas à entraîner un chien à détecter notre tube quand il est vierge sans odeur. C'est pour ça qu'on peut faire ce statement aujourd'hui. Mais à part ça, je connais pas de matériau qui a pas d'odeur. Ok, donc vous avez breveté votre tube et la particularité de votre tube, c'est qu'en fait, il Il a, est, premièrement, il est voilà, capable d'absorber des odeurs, mais il en a pas. il en a pas. Ok. Il en émet pas à l'état, à ce qu'on parle de l'état vierge, donc c'est sans odeur à l'intérieur. Il émet pas d'odeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique. Et c'est ça aussi que, si on regarde la typologie de nos brevets, on a patenté beaucoup de choses, sauf cette partie-là, parce que ça, c'est très lié au process. Donc on a un trade secret, et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose qu'on a internalisé, et on produit la partie de nettoyage des tubes, elle est faite en Suisse à Neuchâtel. Et donc ça veut dire que vous êtes les seuls aujourd'hui à avoir ce petit tube-là. Vous n'avez pas d'autres concurrents. Et vos concurrents, ils font quoi alors? Ils sont moins bons ou ils ont peut-être d'autres techniques? Ouais, nos concurrents, ils sont principalement sur de l'odeur, ce qu'on parle de pseudo-odeur. Donc, ils vont aller essayer de répliquer l'odeur réelle. Mais ça a une limitation. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut répliquer que ce qu'on voit. Euh, mais le chien, il voit beaucoup plus que nous. Donc, si on va amener de la performance, on doit vraiment faire ce copier-coller de l'odeur réelle. Donc ils sont Donc, c'est vrai que capables ça nous... de synthétiser l'odeur que la machine a perçue. Exactement. Ils arrivent à la refaire, sachant que le chien, il perçoit plus que la machine, en fait. C'est ça que... Exactement. C'est comme si vous dites, je prends une analogie assez simple, c'est comme vous allez à la COP, vous avez un code barre, vous enlevez sur 20 barres, vous en enlevez 10. Le lecteur de code barre, il va fonctionner, mais ça va être très compliqué. Donc il va peut-être en lire, je sais pas moi, 30% juste. Et nous, bah, non, on monte toutes les barres au chien. Donc le chien là, il va gagner en performance. Donc on a un code barre complet pour le chien. Et là, le chien est beaucoup plus performant dans des environnements aussi où il y a du stress. Si demain il va être amené à détecter des environnements où peut-être qu'il fait chaud, il y a du bruit, il y a beaucoup d'êtres humains, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'odeurs, bah, le chien il va garder cette performance. Et c'est pour ça que nous, on, on est parti de cette technologie pour amener le plus de performance sur le chien et on voit nos clients aujourd'hui, quand ils vont en certification, ils ont beaucoup plus de succès que quand ils travaillaient avant autrement. Et quand je dis autrement, c'est même avec de la matière réelle. Parce qu'ils vont travailler dans des conditions, dans des scénarios qui sont beaucoup plus proches du réel. Avec de la matière réelle, quand je prenais l'exemple des 13 kilos d'explosifs, vous n'allez pas aller dans une gare CFF. Alors que là, le chien, il travaille au plus près dans une gare CFF, avec la vraie odeur, dans le bon environnement. Donc vous amenez de la performance. Potentiellement en mettant l'odeur dans de la boue, dans de l'eau, enfin, Dans un train, dans j'imagine le sac dans de un train, quelqu'un, Dans une poubelle. dans une poubelle, dans un ouais, dans bagage. une poubelle Alors qui qu'on a, sent hyper... personne va demander à la CFF des autorisations pour mettre 10 kilos d'explosifs dans une poubelle. Vous n'avez pas fermé la gare pour faire ça. Et là, aujourd'hui, on peut le faire. Et ça, c'est un changement de paradigme. C'est vraiment, c'est pour eux, Ils ça sont ouvre un même pas champ de possibilités. Ils sont même pas au Énorme. courant surtout. Enfin, c'est-à-dire que Ah oui, ils tout est sont même pas au totalement courant, ouais. légal, quoi. Exactement. Et tu peux t'entraîner, tu peux entraîner le chien dans toutes les situations possibles, quoi. Toutes les situations de manière illimitée. Puis il y a aussi, il y a des clients qui vont, parce que les compagnies de sécurité qui travaillent avec des corporates, bah, les corporates, ils veulent jamais venir qu'on vienne entraîner leur chien avec de la matière réelle parce que c'est trop risqué. Ils arrêtent ils arrêtent de travailler.
Donc là, ils peuvent travailler, il n'y a aucun problème. Donc on rassure aussi le client final. Donc on est aussi ça permet de créer du business pour les compagnies de sécurité parce qu'elles s'entraînent avec ce produit. Parce que le chien, c'est un peu comme nous, c'est si vous révisez pas, vous allez perdre votre savoir. Si demain Ah vous, d'accord. avez- vous êtes obligé de réviser, donc le chien il doit réviser, c'est-à-dire qu'on doit lui remettre l'odeur, avoir ce mécanisme de remettre l'odeur régulièrement euh, pour que pour qu'il soit performant. Donc c'est ça qui fait toute la différence. Et Donc ça veut l'odeur, dire elle que toi, reste t'as des... combien de temps dans le petit, enfin, ils doivent en racheter souvent ou une fois qu'ils ont Généralement l'odeur de c'est cadavre, tous les c'est... ouais, c'est entre 3 le taux de renouvellement c'est entre 3 et 9 mois. On a des applications où on peut stocker l'odeur pendant plusieurs années. Euh, voilà, on peut la stocker 5 6 7 8 ans sans problème. Mais généralement pour ceux qui l'utilisent tous les jours, c'est entre 3 et 9 mois. Une application qu'on peut imaginer, c'est quand vous allez rentrer dans un home, une personne âgée qui a peut-être Alzheimer, on vient prélever son odeur avec un tune GetSense. Et si un jour elle se perd pour X ou Y raison, le chien sera capable de la retrouver parce qu'on aura une librairie des personnes qui sont dans ce home et on va pouvoir la retrouver beaucoup facilement. Ouais, C'est et puis pas une le chien, il est empreinte. capable de reconnaître une signature olfactive unique Humaine, chez l'humain, quoi. unique, exactement. Ouais. Donc ça C'est presque c'est de l'ADN en fait. C'est un c'est nouveau. Il y a les empreintes, c'est il y une a nouvelle l'ADN et dimension. maintenant il y a C'est l'olfactif. exactement. C'est vraiment comme de l'ADN, c'est une nouvelle dimension qu'on a très peu utilisée parce que c'est pas hyper bien maîtrisé à la base et c'est très complexe, il y a beaucoup de données à analyser. Alors l'IA il va permettre d'améliorer ça, mais aujourd'hui on a un chien qui est extrêmement performant et qui permet de justement de reconnaître le côté unique de l'odeur olfactive humaine. Ah, c'est incroyable. Donc il y a Alors moi, j'ai donc quand même quelques questions parce on parle d'un podcast, enfin on est sur un podcast qui parle du e-commerce. Euh, c'est pas un produit anodin, c'est un produit de niche clairement. Comment on fait pour quand on part de zéro, quand on monte sa marque, comment on fait pour se faire connaître auprès du bon public et à générer des ventes et puis amorcer la pompe pour que la marque puisse rayonner et que les produits, comme tu viens de nous le dire, ils sont excellents et ils ont un vrai positionnement, une vraie efficacité. Et donc, comment on fait? Tout départ, l'idée ça a été de dire ben on va aller voir des key opinion leaders dans l'industrie et puis on va leur faire tester le produit pour qu'ils communiquent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est même dans ce type de profession-là, c'est quand même la clé. Ils ont des forums, des groupes Facebook, ils vont communiquer sur Instagram, sur TikTok. Donc ça a été vraiment d'aller voir ces KOL dans la partie entraînement, mais aussi dans la partie universitaire, recherche. Donc, et là, on a pu générer beaucoup de publications scientifiques sur le sujet, qui a permis d'asseoir le produit et d'asseoir la marque. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Puis après, on a eu la chance de mettre du marketing automation en place, qui a aidé pour pouvoir justement, une fois que les gens étaient sur notre site, continuer à les entretenir et jusqu'à l'achat finalement. Et il y a un mot que j'aime pas, mais on a dû le faire. On m'a toujours dit que c'était pas bien de faire ça. On a dû éduquer nos clients parce que on voit que le produit il est complètement nouveau. On dit quand on doit éduquer un consommateur, c'est que le business il est pas bon. Là, on devait le faire. Et je me suis longtemps refusé à le faire en disant voilà, je vous donne ça, c'est à vous d'utiliser le produit comme vous voulez. Et le fait quand on a mis ce contenu d'éducation qu'on l'a poussé chez nos visiteurs et ensuite chez nos clients, on a vu qu'on avait des taux de conversion qui étaient beaucoup plus importants. Ok. Et donc, ça veut dire que ton cycle d'achat, quand tu as un nouveau visiteur qui arrive sur ton site Shopify, il prend connaissance de la large gamme de produits que tu proposes. Et puis, la plupart du temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'inscrire au pop-up. Et donc, il va recevoir des newsletters, j'imagine une série Welcome, qui explique un petit peu tout le concept de la marque que tu as créée. Et Exactement. c'est la majorité qui fonctionne comme ça avant de passer commande. Et ceux qui passent commande directe, c'est des clients existants. C'est les clients existants ou que moi j'ai pu rencontrer sur le terrain.
On a souvent tendance, avec l'e-commerce, on oublie l'humain. On se dit, mais on veut toucher le maximum de gens de manière automatique. Mais au final, ça marche pas. Comme ça, Spoiler. je vais briser. Non, mais je vais briser des rêves, mais ça marche. L'humain est super important. À un moment donné, il faut prendre la main au client. Et on doit intégrer dans une séquence, on doit intégrer l'humain. C'est-à-dire, est-ce que pour certains, ça va être pour qu'ils passent commande, il va falloir leur envoyer un petit mail du fondateur. Certains, ça va être un petit appel. D'autres, ça va être un échange par email avec un Customer Success Manager. Il y a, on peut pas aujourd'hui occulter l'humain. On a l'impression que c'est possible, mais la réalité, elle est complètement différente sur le terrain. C'est pour ça que si j'ai un conseil, c'est d'investir dans l'humain, dans une team, pour prendre le client par la main. On a quand même besoin d'aller voir des gens. Certes, ça sera pas du c'est pas forcément du one to one, mais des fois on fait des conférences. Il y a 1000 personnes. Ces 1000 personnes, ils vont venir visiter le site internet. Et il faut quand même leur avoir parlé en face to face à un moment donné, qu'ils vous aient vu incarner la marque pour Ouais, pouvoir bien aller sûr. plus loin et pouvoir les convertir. Et ça, pour moi, c'est clé. Souvent, dans une séquence d'automation, on oublie, il faut une touche humaine. Ça va dépendre des marques. Je suis pas le spécialiste pour en parler. Vous êtes mieux placé que moi. Mais à un moment donné, il faut mettre cette touche humaine pour que les gens soient rassurés et qu'ils puissent aller de l'avant et avoir une long term value qui soit la plus grande possible, finalement. C'est intéressant parce que là, je pense que tout ce que tu dis, bah, c'est vrai parce que tu le vis et puis tu t'as pu le vérifier. Je pense que sur les côtés automation où tout est fait de manière sans aucune intervention en fait, sans humain, donc par rapport à ce que tu disais, je pense que ça peut être vrai, mais sur des produits qui ne méritent aucune éducation en réalité et on sait déjà ce qu'on achète. Ça peut être, je sais pas, une bande dessinée, ça peut être, je sais pas, une pâte à tartiner, quelque chose de très 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 commun. Mais par contre, je te rejoins effectivement sur même sur des produits de grande consommation, sur des sites e-commerce, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté humain qui est pour moi un plus parce que justement, comme on est dans une époque où tout est automatisé, où il y a un côté très impersonnel, quand t'as le fondateur qui prend ou la fondatrice qui prend la parole, ça marche pas mal. Et moi, j'ai pu le vérifier la semaine dernière sur un produit qui n'a rien à voir sur des cahiers de vacances, donc tu sais. Mais j'ai une cliente ici qui vend des cahiers de vacances pour les enfants suisses. Et puis, on avait une liste de personnes qu'on voulait adresser, qui avaient acheté un cahier de vacances l'année dernière, mais qui l'avaient pas racheté cette année. C'était très peu de gens, c'était 300 personnes. Et donc, plutôt que de faire une newsletter un peu habituelle, bête et méchante, on a fait un format Outlook, tu vois. Mais sans image, sans rien, sans lien, Mhm. vraiment un Outlook, quoi. Et donc, en plus, c'est hyper facile parce que tu peux le rédiger et l'envoyer en 10 minutes, quoi, montrant. Et du coup, ça a très bien marché. Il y avait quoi, je crois 80 ou 90% de taux d'ouverture. Et puis il a rapporté pas mal, quoi. Mais du Mais coup, ça c'est, revient à ce que tu dis. ouais, il y a quand même, ça peut être une vidéo, hein. Faut pas penser qu'il faut appeler mais ça peut être une petite vidéo, ça peut être, il y a plein d'éléments pour connecter humainement avec la personne. Et ça, je le vois dans plein de business. On en a besoin. Aujourd'hui, oui, il faut automatiser. Au contraire, il faut automatiser, mais il faut laisser une petite place dans cette automation où il y a possibilité de donner de l'humain si on peut le donner, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé dans plein de business que je vois sur lequel je travaille actuellement, que dès qu'on met un petit peu d'humain, la conversion, elle est beaucoup plus efficace. Et les gens, ils préféreront toujours acheter à une personne qui a une marque. Ça reste une règle et finalement un petit peu sur tous les produits. Et du coup, s'il y avait un petit conseil qu'on pouvait donner aux e-commerçants, c'est de ne pas hésiter à se mettre en avant et à se montrer, même si le produit n'est pas complètement lié à eux. Mais si vous mettez de l'amour vraiment de l'intérêt dans votre produit, finalement, on va vouloir vous acheter à vous et se mettre, pas forcément se mettre en scène, mais en fait, se montrer sa tête, envoyer des emails, les signer avec son nom, ça marche de toute façon beaucoup mieux. Moi, je le vois en Ça email marche super bien. marketing, ça marche beaucoup mieux qu'une marque. Donc ça c'est sans hésiter. Et j'utilise beaucoup aussi comme Arnaud la technique un peu du format comme si c'était en fait un message perso par email, bien que ce soit une automatisation. Et ça fonctionne aussi très bien et ça peut être l'occasion d'avoir un call ou d'avoir quoi que ce soit qui suit derrière et ça fonctionne. Donc ça, c'est à mettre en avant, peu importe le business, je pense que ça vaut la peine. En tout cas, de le tester.
Mais en tout cas, moi, je conseille toujours à mes clients qui sont un peu rétifs à prendre la parole en vidéo, notamment parce que la vidéo, c'est un super format, hein. Voilà, t'es humain, on te voit, et donc, moi, je remarque souvent que les personnes à qui je propose ça, elles sont un peu, elles ont peur parce qu'elles disent ouais, mais ça va être difficile d'être parfait. Et donc, en fait, elles veulent vraiment faire un truc très lissé, très comme on voit sur les réseaux, très machin. Puis je dis non, mais justement, bien au contraire. En fait, il faut de l'imperfection parce que c'est ce qui te rend humain. C'est-à-dire que si à un moment tu fais pendant 2 secondes et que tu perds ta phrase, et ben c'est même mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, je suis vraiment ce d'accord. côté. Ouais. On parlait des humains en fait. C'est vrai qu'il y a des tuyaux algorithmiques et puis tout ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est que on s'adresse à des humains et c'est eux qui sortent la C'est carte. Pour pousser le vice, j'ai même quelqu'un qui m'a dit dernièrement que dans ses campagnes de cold mailing, il faisait des fautes d'orthographe Ah, pas mal. parce qu'il se disait que c'était impossible que sur une campagne cold mailing, il y ait une faute d'orthographe. Donc, la personne a l'impression que du coup, c'est un vrai message et ça passait mieux. Il avait des meilleurs taux d'ouverture sur ses emails avec faute. Alors, je sais pas si je le recommande, mais ça rejoint quand même un petit peu ça. Et Bah, ce qui est quand même marrant. Et sinon, il y a un outil qui est sympa, qui est un outil gratuit qui est sympa. Ça peut être aussi une petite, un petit truc, une petite astuce qui est pas mal. C'est le vidéo ask. Je crois que Ah Grégory, oui, on moi, en avait on en avait parlé. parlé, tu m'en avais parlé, ouais, c'est vraiment, ça, c'est, enfin, moi, pour la ref, c'est vraiment incroyable, je trouve, c'est révolutionnaire dans le genre. Ouais, c'est c'est, assez c'est, sympa. C'est une petite vidéo. D'ailleurs, moi, je l'ai mis aussi sur le site Medusa Web, où tu peux simplement écrire un petit message de bienvenue en disant simplement aux gens de te contacter. Mais ils voient ton visage, ils savent qu'il y a une personne qui est derrière, qui est plus ou moins sympathique. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'idée. Et donc voilà, à visiter. Je mettrai le lien en commentaire. Mais c'est un outil qui est franchement assez sympa, en tout cas à tester sur vraiment n'importe quel site. On peut le mettre en welcome sur un site web. On peut aussi faire des demandes de témoignages de cette façon-là. Bref, il y a pas mal d'applications. Donc, euh, donc voilà. Même d'appeler, hein, parce qu'on peut pas appeler tous les clients, mais chacun peut mettre des critères et puis appeler ses clients. C'est quand même hyper important, notamment au début quand on commence un site e-commerce. Bah, chaque commande vous appelez et faut essayer de comprendre pourquoi l'acheteur il est venu là. Il n'est pas venu exactement. par hasard. Et en tant que fondateur, ces gens-là, vous les avez fidélisés pour la vie. Donc ça, c'est Mais hyper important de prendre son téléphone. On a la chance en Suisse où tout est accessible assez facilement, pour accéder aux gens très facilement. Il faut pas hésiter. Ça fait une énorme différence. Ça, c'est un je, bon conseil. T'en- non, franchement, c'est un super conseil. Moi, c'est ce que s'il y avait un conseil parmi tous ceux qu'on a déjà donné jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à maintenant dans le podcast, c'est celui-ci. Si vous êtes un e-commerçant que vous démarrez, appelez vos clients les uns après les autres en vous présentant comme le fondateur, comme la fondatrice. Remerciez-les. Vous leur prenez 2, 3 minutes de leur temps. Ils vont être flattés parce que, en fait, vous avez un beau site internet. Peut-être qu'ils s'imaginent que c'est une boîte de 50 personnes derrière et peu importe. En fait, c'est pas grave si vous êtes tout seul. Et surtout, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est parlez-leur parce que vous allez les comprendre quels ont été les leviers qui leur ont donné envie d'acheter. Et donc, de cette manière, après, on peut adapter nos messages sur le site. On peut mieux comprendre les intentions derrière et adapter ça si on fait des publicités sur Facebook, par exemple, ou sur n'importe quelle plateforme. En fait, c'est hyper intéressant. Alors, faut prendre ça avec des pincettes parce que si on fait 2 coups de fil, c'est pas nécessairement représentatif d'une opinion générale, mais ça se Ça fait. Et donne une puis peut-être qu'au tendance. bout de, voilà, c'est une tendance. Et puis si 9 personnes sur 10 disent toujours la même chose sur quel est l'élément qui les a convaincus de passer une commande chez vous, bah, et que c'est pas ce que vous mettez vraiment en avant, bah là il y a un truc à jouer quoi. Ouais, ouais, ça peut C'est permettre, en clair. fait, ça peut être super performant et permettre de tester des axes aussi, des axes marketing finalement auxquels t'aurais pas pensé. Et du Ouais, coup, Grégory, t'as appelé combien de personnes alors? Beaucoup Combien? trop. Ah, Je- mais je dirais au début, 7000. non, mais une centaine de personnes. Vraiment, Ah ouais. vraiment, c'est à ce point, faut pas hésiter. Et puis c'est des gens
Puis maintenant, ils ont mon contact, donc s'ils ont des questions, on essaye vraiment d'être la réactivité. Aujourd'hui, c'est très très important d'être réactif. Je sais que c'est pas tous les jours possible, hein, on a tous une vie à côté de nos business, mais il faut être réactif au maximum. Et on a quand même des outils aujourd'hui qui peuvent nous faciliter ça. On peut mettre un chatbot, on peut mettre euh, voilà. Et puis après, on n'est pas tout seul. On peut aussi avoir quelqu'un qui s'occupe de la partie support avec les clients. On peut mettre en place tout un écosystème qui permet de traiter le client de la meilleure des manières. Parce que en tout cas dans notre business, et je pense dans la majorité de business, le but c'est qu'il y ait de la récurrence. Euh, donc le client, faut pas voir sa valeur à l'instant T, faut voir sa valeur sur plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est ça qui est important. Parce qu'au départ, forcément qu'on perd de l'argent. Même si on fait du chiffre d'affaires, on perd de l'argent. Parce que si on devait invoicer notre temps, ça serait beaucoup, beaucoup trop cher. Mais c'est hyper important pour le futur. C'est un investissement. Et je voudrais revenir avec toi. Tu m'avais dit un jour que tu es passé de WooCommerce à Shopify et que ça a été le grand tournant de ton business. Voilà, Je veux clairement. connaître cette histoire dans ses moindres détails. Ouais, on Non, aimerait clairement. savoir. En fait, WooCommerce, quand on commence, les gens disent, ah, je vais prendre WooCommerce, c'est pas cher, c'est assez simple. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'erreur à ne pas faire. En tout cas pour moi, dans mon expérience, c'était que ça a été beaucoup d'heures passées sur WooCommerce à la place de vendre ou d'être au contact de mes clients. Soit vous faites appel à des freelances derrière qui vont vous aider, qui vont développer, mais ça a aussi un coût. Euh, WooCommerce, c'est tellement ouvert que les interactions entre les plugins sont hyper mal gérées. Donc vous avez toujours des bugs. Et c'est pas le plugin A, le plugin B, le plugin C le problème, c'est le système, c'est l'écosystème WooCommerce. Et nous on a switché à Shopify, on a pu économiser un job d'admin, vraiment toute la partie administrative, on a pu l'économiser, on a pu beaucoup plus automatiser. Et je lisais récemment une étude, Shopify, je crois que c'est en réel, si tout est compté, tout est pris, vraiment chaque dépense est comptée, c'est 33% moins cher que Shopify. Alors c'est sûr, tous les mois, vous allez payer plus, ils vont vous prendre une commission sur les paiements, mais derrière, c'est une tranquillité d'esprit, y a jamais de problème. C'est Aujourd'hui, moi, je suis ça a vraiment littéralement changé le business et le simple changement, on n'a rien changé au marketing, hein. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 20%. Est-ce que c'est le référencement? Est-ce que c'est, pour moi, et on regarde aujourd'hui, j'étais surpris récemment, je regardais, maintenant Shopify, ils ont sorti une application qui s'appelle Shop, vraiment pour simplifier le processus d'achat. Et on voit, il y a une forte proportion de gens qui l'utilisent. Euh, C'était entre 15 et 20% de nos achats se font via cette app. Au début, on a créé vite fait un shop là-dessus, si personne ne va l'utiliser, mais si. En fait, les gens, ils cherchent de la simplicité. Et les gens qui sont dans la récurrence, ils ont plus envie d'aller sur votre site web, avoir de la réassurance, écouter tous les discours, revoir euh, ce qu'on a fait depuis 10 ans. Ils veulent commander et ils veulent aller vite. Et ça, Shopify, ils sont vraiment très forts là-dedans. Tout est intégré. Et en termes de gestion, on passait notre temps à discuter avec l'intégrateur A, l'intégrateur B, le freelancer A, le freelancer B. Aujourd'hui, toutes les modifs sur Shopify, on les fait nous. Soit Quentin, soit moi. On a plus de besoins externes, donc on maîtrise notre technologie. Et ça, pour moi, c'est un énorme changement et on a décidé que Shopify était le centre de notre entreprise. Donc, on a construit l'entreprise auto. C'est-à-dire que tout le monde se connecte à Shopify, la gestion des stocks, la gestion des produits, la partie marketing, le blog, tout est là-dessus. Et ça, c'est un énorme avantage. Et je crois que vous avez même créé une custom application. En fait, on a Euh, tellement aimé Shopify que quand des apps qu'on utilisait à côté, typiquement des logiciels de comptabilité, n'étaient pas à l'intérieur, bah, on s'est dit, bah, il faut créer la connexion, en fait. Et c'est là où on a créé une autre société qui s'appelle Elvi, où on connecte Shopify avec Bexio, qui est un logiciel de comptabilité suisse. Je pense que c'est le leader. Aujourd'hui, ils ont plus de 80 000 utilisateurs. Et en gros, on a automatisé ça. Donc, on a économisé 10 000 francs de fiduciaire par an grâce à cette automatisation. Parce qu'avant, c'était fait manuellement. C'est-à-dire que la fiduciaire allait récupérer la facture dans Shopify, et enfin, les informations, recréer une facture, et là, tout est automatique.
Donc c'est un énorme avantage. Et on s'est dit bah pourquoi pas le proposer, on l'a fait pour nous, et on s'est dit bah pourquoi pas le proposer aux autres. On a vu que c'était un gain énorme. Donc aujourd'hui on a plus de 300 utilisateurs qui utilisent notre app. Et ça ne fait que augmenter de jour en jour. Donc Comment elle c'est s'appelle cette assez. app? Elle s'appelle l'app. Vous allez sur, il y a un Shopify, ils ont aussi une marketplace. Ouais. Cette marketplace s'appelle Bexio, tout simple, Je la mettrai Bexio. Ok. Mais t'as pas eu de en... problème avec Bexio sur l'utilisation du nom? Tout de suite, on a fait un partenariat avec eux. On a dit, bah voilà, on bosse ensemble. Vous nous aidez à vendre cette app. Et puis, nous, on peut utiliser le nom. Eux, c'est aussi un moyen de levier pour avoir plus de clients parce que aujourd'hui, la target, tous les shops Shopify, c'est une target pour eux. Donc, tous les nouveaux stores qui se créent, ils vont aller utiliser Bexio après derrière. Parce qu'ils ont une automatisation de leur comptabilité. Donc, c'est un énorme avantage. Et Et c'est un sachant que app. Bexio était le logiciel leader en Suisse, reconnu par les fiduciaires, par les utilisateurs, bah, ça a été assez facile en fait. Ils avaient tout intérêt, de toute façon, d'avoir Exactement. une extension qui fonctionne bien, et puis voilà. Aujourd'hui, on voit la croissance. C'est assez, je crois que c'est 1000 shops presque 1000 ou 2000 shops qui se créent sur Shopify par mois en Suisse. Là, on a 23 000 shops. Ne serait-ce que si ces 23 000 shops, ils deviennent clients de Bexio, bah, c'est un quart de leur customer base actuellement. Donc, c'est juste incroyable. Et on voit que ça couvre un panel assez large d'entreprises. Sachant que Shopify, bah, ça va être très bien du tout premier petit site avec un petit abonnement à 50 $ jusqu'à l'entreprise qui paye 5 000, 10 000, 15 000 $ par mois. Donc c'est assez, ça couvre tous nos besoins. Et on grandit avec la solution aussi. Pas mal. Excellent. On va retourner un petit peu au shop. Tu t'as mentionné que les États-Unis, parce que bon, on imagine que tout ce qui est chien de détection, etc., c'est beaucoup aux États-Unis. Finalement, vous vendez, j'imagine, peu en Suisse et beaucoup là-bas. Ça a été un marché qui a été difficile, qui a été difficile, ou bien directement ils ont été Non, friands de ça. dès qu'on a, dès qu'on a switché à Shopify, ça a été beaucoup plus facile parce que là, on a beaucoup plus de flexibilité au niveau des monnaies. Donc tout de suite, on a pu avoir une monnaie, un shop en US, un shop qui était localisé d'une certaine manière aux US. Donc les gens avaient l'impression d'être aux US. Et souvent, on a la réflexion de dire, ah, mais vous êtes une entreprise suisse. Bah oui, ah, on pensait que vous étiez américain. Donc on a souvent, c'est ça la beauté de Shopify, c'est que vous pouvez créer presque un shop par marché. Et maintenant, c'est encore mieux fait. Ils ont fait une upgrade récemment, en fin mai, début juin, et vous pouvez localiser vos sites web et même avoir un thème par marché. Donc si pour quelqu'un qui a un produit très spécifique, enfin voilà, par exemple un shampoing, on se lave pas les cheveux pareil en Europe qu'aux États-Unis, on a des besoins différents, donc on vend pas le produit de la même manière, donc on peut faire ça avec Shopify. Et nous, on a vraiment, on n'a pas changé le thème de notre site, mais on a joué sur la monnaie. Et ça, de pouvoir localiser la monnaie, que les gens payent dans la monnaie locale, ça a aussi été un game changer pour nous. Et on a vu le même phénomène en Scandinavie, donc Danemark, Suède et Norvège, où là, on a pu localiser dans les monnaies locales, et ça a vraiment décuplé nos ventes dans ces pays. Mais ça, c'est pas une fonction native de Shopify, justement, de Ça, détecter, c'est une, fon- bah, ça, c'est une fonction native de Shopify qu'on peut activer. En fait, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Shopify, mais qu'on peut difficilement faire avec WooCommerce. Il faut un plugin, il faut tout connecter, il faut gérer un les temps de exchange rates. Voilà. un temps de Alors que chargement là, c'est supplémentaire. c'est c'est tout simple. Vraiment, c'est accessible à n'importe qui. Moi, il y a quand même, je suis content que tu plaides pour Shopify parce que moi, je trouve que c'est un super outil. Et puis pour des personnes qui se lancent, qui ont une idée comme toi, qui ont une idée de produit, qui breveté ou pas, mais qui ont vraiment une forte conviction dans le fait que ils ont un super produit, une super offre. Ben, Shopify, c'est super parce que, comme tu disais, c'est plug and play, c'est-à-dire que tu choisis ton thème, tu peux éventuellement faire appel à un freelance pour te faire une identité visuelle, mais après, derrière, t'es totalement autonome, tu te poses pas la question de est-ce que j'ai renouvelé mon abonnement serveur, est-ce que si j'ai beaucoup de visites, tout d'un coup, le site va tout ça, tu ne t'en occupes plus, en fait. Ah, C'est magique. C'est avec magique et Calvi, tu peux,
Tu peux, Mais avec quel, pardon, excuse-moi. Pardon. non, 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 mais en plus, effectivement, tu peux, en plus, avec l'écosystème Shopify qui est accessible via le Shopify Store, Web Store, enfin, l'App Store plutôt, t'as vraiment enfin, moi, je le vois quand je fais du tracking de plateformes de Google, Meta, c'est d'une simplicité. Mais c'est-à-dire que c'est du suivant, suivant, suivant. On fait un test. Mon WooCommerce, je me suis vraiment arraché les cheveux. Bon, ils ont repoussé un peu depuis là, mais vraiment, je... Et il y a aussi un autre truc, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, beaucoup d'applications, parfois ça génère des bugs, mais aussi une certaine lourdeur dans le temps de chargement des pages. Et moi, quand je fais des ads sur Meta notamment, j'ai une métrique que j'ai personnalisée qui est en fait ce que j'appelle le taux d'arrivée. Et donc la métrique du taux d'arrivée sur Meta Ads, c'est très simple, c'est sur tous les clics sortants que tu génères avec tes ads, combien vont arriver sur la landing page, sur ton site. Et donc, moi, sur les WooCommerce que je gère, c'est autour de 60-70. Et sur les Shopify, c'est entre 80 et 90. Ah, ça Et, m'étonne pas. et les images sont bien optimisées, enfin, tu vois. Enfin bref, Puis Team ça Shopify donne à fond. confiance. Ça donne confiance. Shopify donne confiance. Il est Ouais, puis tellement c'est bien très structuré. standardisé, donc les gens Exactement. ils reconnaissent en fait. Et Ouais. des grandes marques sont dessus. Hein. Je regardais encore récemment les sites en Suisse. Felco, c'est un Shopify. C'est Alessi, le site européen, il est sur Shopify. Adidas. C'est quand même on a les mêmes outils qu'une marque comme ça, donc on joue aussi à jeu égal. Et c'est ça qui est beau avec Shopify, c'est qu'on a les mêmes on a les mêmes outils. Donc c'est vrai, c'est le produit qui fait la différence, le marketing, Exact. mais quand même l'outil de base il est là. Et C'est le comme truc si le on plus courait tous important, comme Usain Bolt, on avait tous le même matériel. exact. C'est quand même la Les classe, mêmes, quoi. les mêmes chaussures. Les mêmes chaussures. Je sais. Non, mais le truc que je trouve moi, vraiment super en plus, c'est qu'ils ne te permettent pas de toucher au tunnel de vente. C'est-à-dire qu'en fait, le truc est tellement optimisé parce qu'eux, ils prennent la commission dessus, que, en fait, eux, ils savent ce qui marche le mieux et ils te permettent juste de rien toucher. Tout le reste, tu peux à peu près le customiser, quoi. Mais alors, le tunnel de vente, Ouais. Mais nous, on est tellement convaincus qu'avec LV, on a lancé un programme en Suisse où on invite les gens à convertir leur Shopify, leur WooCommerce en Shopify ou Wix ou en Shopify. Vraiment, on le fait gratuitement. On a vraiment volonté à aider les gens à aller sur parce qu'on sait que c'est un accélérateur de business. On prend une petite commission sur les futures ventes, mais vraiment, on fait vraiment, on investit. C'est-à-dire que on est tellement confiant qu'on investit dans la conversion. Alors, on peut pas sélectionner tous les projets, hein, on n'a pas les ressources, mais les gens, ils peuvent postuler sur le site d'Elvi et on peut migrer leur site gratuitement de WooCommerce à Shopify. Et ça, c'est assez. mais le gain pour vous, c'est qu'en fait, t'es affilié, c'est ça? T'es affilié Shopify et tu perçois une Alors, partie du... l'affiliation, c'est un tout petit revenu, c'est vraiment sur le futur, c'est-à-dire qu'on prend une commission sur les ventes pendant une durée. Donc c'est D'accord. vraiment en disant voilà, nous on vous garantit que vous allez avoir X% de ventes en plus en fonction de la typologie du shop. Et on investit en fait, on investit à leur côté en disant bah voilà, généralement une conversion c'est peut-être 15, 20, 30, ça dépend qui le fait. Et nous on fait une migration, et puis nous on les accompagne gratuitement. Donc on investit cet argent pour eux, en sachant que dans le futur ça va s'améliorer. Donc pour vous dire à quel point on croit en Shopify et à quel point on est vraiment hands-on, vraiment, on est dedans. Ouais. Pour nous c'est incroyable. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, le fait que ce soit standardisé, en fait, je le vois quand je fais des audits CRO, donc l'optimisation du taux de conversion sur des WooCommerce et puis des Shopify, ça peut avoir la même qualité. Parce on peut simplement répliquer quelque chose de très bon sur WooCommerce, mais comme WooCommerce offre plus de possibilités, c'est aussi des possibilités de foirer un petit peu les choses et d'avoir tout d'un coup des mauvaises pratiques. Et puis ça, bah, on le voit pas sur Shopify, là où les pages sont identiques et puis où t'as pas vraiment la possibilité. Je pense que ça dépend vraiment de la complexité du shop aussi. Et c'est vrai que ben pour ce que j'ai vu, le fait d'avoir pas mal de plugins en fait, même si chaque plugin fonctionne très bien, puis sont très bien notés, c'est des plugins qui sont solides.
parfois deux très bons plugins ensemble ne fonctionnent pas. Et quand on commence à avoir il y a de la currency, il y a du price par quantity. Tout d'un coup, on va commencer à mettre des packs. Et là, tout d'un coup, le site devient un petit peu lourd et on commence à avoir des petits problèmes. Et le gros problème aussi, c'est que du coup, on sait pas d'où vient le problème puisque tout fonctionne correctement seul. Et et là, je comprends que si on veut beaucoup si à un moment on veut rajouter beaucoup d'extensions, le WooCommerce, il peut être problématique si on n'a pas des connaissances tech. Dans ce cas-là, un Shopify sera mieux. Je continue à penser qu'un WooCommerce très simple reste quand même une bonne. Bon, on travaille avec des WooCommerce qui fonctionnent aussi très bien, hein. Mais il faut y aller aussi un petit peu tranquillement. Je pense que c'est vraiment intéressant de se. En fait, je dirais qu'il y a pas un qui est mieux que l'autre, mais ça dépend vraiment du projet qu'on. Il y a un petit sourire de la part de Grégory qui me dira qu'il est pas d'accord. Je pense que ça Non, dépend du projet. Il n'y croit pas. Il y croit pas, il ne croit pas. Non, ça dépend du projet, quoi. Je pense que c'est toujours à discuter en on peut fonction démarrer des avec, hein, on a fait la même connaissances. chose, hein. C'était pour 500 francs suisses, on a un beau commerce qui tourne plus ou moins. C'est un début, mais je pense que si on veut scaler, faut aller sur Shopify. Très bien. Mais écoute, j'invite chacun des WooCommerce à aller à postuler Exactement. à ta refonte. Et franchement, moi, j'adorerais voir les résultats. Et vraiment, je suis hyper intéressée par. Promis, je partagerai quand Avec. on sera allé, on aura un peu de recul, je partagerai. Est-ce que tu as testé des actions marketing qui ont pas fonctionné ou est-ce que tu as eu enfin, que tu pensais à un canal qui pour toi était super prometteur et puis en fait, voilà, l'échec total. En commerce. Trop facile. C'était trop attendu. Ouais, Non, 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 Le mais pauvre. c'est vrai que nous, on est quand même dans un business de niche. Donc, on s'attend que, bah, je sais pas, moi, même si je me suis dit, même les actions standards de marketing, par exemple, offrir quelque chose, euh, typiquement, nous, on offrait des produits. C'est-à-dire, quand vous achetez notre tube Get 5, vous devez le stocker, on offrait ce petit vial, par exemple. Donc, on a vu ça, les gens, bah, ils n'étaient pas intéressés. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de tester, mais de tester proprement, c'est-à-dire avec de la data. Si vous testez juste pendant 10 jours, vous voyez que vous n'avez pas de commande, non, pour moi, ça, c'est pas un test. Vraiment sur une longue période. On peut mettre aussi des A/B tests, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Je suis pas le spécialiste ici pour en parler, mais il y en a autour de la table. Donc voilà, ça, pour nous, on a eu des fails sur des choses, on s'est dit, bah, on offre quelque chose, tout le monde va le faire. Même des clients à nous, on leur offrait, ils avaient même pas envie ils cliquaient pas sur le lien parce que c'était trop compliqué. Donc pour moi, c'est important de tester et d'être ouvert à différents types d'actions marketing. On s'était dit par exemple, à un moment donné, offrir du shipping, c'est ce qui va être le plus intéressant. Enfin, les frais de livraison, tout le monde s'en foutait. Les gens préféraient avoir 5%. 5%, c'est ce qui marche le mieux chez notre typologie de clients, sur nos pays. On vend aujourd'hui dans entre 40 et 50 pays. C'est ce qui fonctionnait le mieux. Donc effectivement, il y a eu des fails à ce niveau-là. Mais ça faisait partie de l'apprentissage, de voir qu'est-ce qui correspond. Euh, voilà. ouais, C'est même pas un fail, juste à l'expérimentation. tester plein de Ouais. trucs et puis Oui, tu. bah parce qu'au début, bêtement, on s'est dit bon, on va offrir des produits, les gens ils vont adorer, ils adorent notre produit, ils vont adorer, ils vont voir le stockage. Euh, et là, c'était un vrai parce qu'on n'avait pas fait de test. Et après, ben voilà, on a rencontré Émilie, on a fait des tests, et là, on a pu comprendre qu'est-ce qui marchait mieux. Et là, les 5%, aujourd'hui, je pense on avait un taux de new customer avant qui était peut-être 15-20%. Aujourd'hui, c'est presque la moitié des commandes. Donc, Oui, ben et on a eu c'est, un joli fail sur le shipping qu'on a testé avec ben voilà quelques Australiens qui se sont fait plaisir sur un shipping gratuit et quelques pertes, euh, mais ça fait partie aussi du jeu ça fait partie. Mais c'est vrai, c'est de important aussi de tester. regarder Ouais. bien ses marges, parce que ça, c'est aussi un exercice qu'on a fait, de bien regarder ce que vous offrez. Ça paraît tout bête à un moment donné, offrir du shipping, mais si vous shippez en Australie, c'est 100 dollars. Donc ça fait un sacré cadeau. Alors c'est sûr que nous, on a une LTV qui est hyper grande, mais
quand même, il faut quand même faire attention parce que vous devez être rentable sur votre année, sur votre année civile, donc sur votre année comptable. Donc, il faut quand même faire attention. Ouais, Et ça, c'est ce que important. j'ai Ça, vu c'est un vrai fail. ouais, ce que j'ai vu en A/B test, c'est qu'il n'y a pas de. Alors, il y a des lois universelles dans le e-commerce. C'est vrai que très souvent, la pop-up fonctionne, très souvent, le cadeau fonctionne. Ça, c'est des choses qu'on voit. Mais en termes d'A/B test, est-ce que le code promo va fonctionner ou pas? Euh, Vraiment, des fois, moi, je suis très surprise. Et d'ailleurs, il me semble que pour vous, l'A/B test, code promo, pas code promo, il n'était pas significatif, il n'était pas différent. Donc, on n'a pas toujours, enfin, disons que c'est pas toujours lié sur une intuition. Et je crois qu'il faut se laisser surprendre et il faut tester sur 6 mois. De toute façon, avec des outils comme Klaviyo, par exemple, d'email marketing, il va continuer à envoyer ses A/B tests jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Donc, faut le laisser un petit peu couler et puis regarder ce qui fonctionne. Mais il y a pas vraiment de règle absolue en disant, bah en fait, on offre 10 francs à la première commande et ça fonctionne à chaque fois. Bah en fait, non, pas spécialement, pas pour tous les clients. Et j'ai d'autres clients où c'est drôle que tu dises le cadeau n'a pas fonctionné. Moi, j'ai d'autres clients où finalement le 5% ou le 10% ne fonctionne pas, mais le petit cadeau à la première commande fonctionne. Donc, en fait, il Ça y a dépend vraiment des business, hein, ouais, ça c'est dépend des clair. business et je crois qu'il faut juste tester. Et c'est beaucoup Ouais, plus c'est ça, simple hein. qu'aller de refaire de faire une recherche qui va vous prendre des plombes et puis qui sera basée sur aussi des impressions clients. Sur du Alors, doigt levé. sur du doigt levé, en fait, Non, mais ouais, testez-le et clairement. puis vous verrez et vous apprendrez sûrement plein de Mais trucs. je pense qu'aussi, là, il y a quand même un truc que tu disais qui était quand même fondamental, Grégory, c'est attention à la marge. Parce que quand tu as des produits où tu as une marge qui est confortable, ou qui est, voilà, qui fait que tu en as assez pour faire fructifier ton business, et que tu proposes, dans les e-commerce, on propose souvent le 10% sur la première commande, en pensant que ça va être quelque chose qui va être un accélérateur de conversion. Et j'ai une cliente avec qui on l'avait fait pendant, je sais pas, 1 an ou 2. Puis au bout d'un moment, il y avait eu l'augmentation des frais postaux en Suisse, en fait. Donc là, ça commence à devenir un peu, et puis un peu comme ça, sur une idée, on dit bon, bah viens, on enlève les 10%, quoi, pour voir. Puis en fait, on s'est aperçu que ça ne changeait absolument pas le taux de conversion, et que ça faisait 1 an et demi qu'on donnait 10% de notre marge à des clients qui s'en fichaient, parce qu'ils Mm. commandaient quand même, tu vois. Non, ça c'est clair. Et puis le shipping, c'est aussi un point qui est extrêmement important. On a tendance à l'oublier. Nous, on a une politique où on le calcule automatiquement au checkout. Mais les prix augmentent aussi en fonction du temps. Donc c'est important aussi de updater les prix de shipping, justement pour conserver les marges, puisque les gens peuvent avoir de vraies surprises, hein, surtout au démarrage. Le shipping qui est trop cher par rapport à ce qu'on paye, euh, ça peut vraiment tuer un business au départ. Et surtout, on a aussi tendance à croire que les cycles de vente sont courts, mais ils sont extrêmement longs. Hein, en tout cas, dans notre business, ils sont longs. Ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir une première commande. Si demain je vais faire une conférence et le temps que mon client passe commande, il y en a certains, ça va aller très vite. Si on parle peut-être dans ce qu'on parlait des restes humains tout à l'heure, là, ça peut aller très vite. Mais sur des applications plus pointues, ça va prendre des années. Donc, il faut être capable de tenir ces années-là pour pouvoir récolter le fruit du travail qui a été fait 2 ans ou 3 ans auparavant. Ça, c'est aussi important. On parle souvent de optimiser, il faut optimiser aussi sa marge et toujours la garder pour pouvoir être prêt pour le futur. Alors ça, c'est une question qu'on aime bien poser avec Émilie dans ce podcast. C'est si tu devais te lancer aujourd'hui sur la question de la marge, quel type de... En fait, quelle serait la marge en dessous de laquelle tu n'irais pas sur un produit ou sur une offre? Avec peut-être un... tu peux mettre ça en perspective avec un panier moyen, on prenne un petit peu. On te Moi, propose un projet, alors on j'ai te été dit... traumatisé pendant mon enfance. J'ai eu un prof qui m'a toujours dit est-ce que vous vendez assez cher? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours tendance à vendre pas assez cher par rapport à la valeur qu'on apporte. Et la marge, il faut la regarder dans sa globalité. Si on parle d'une marge brute aujourd'hui, je ferai pas de business moi, hein, et ça peut en choquer certains, en dessous de 90% de marge brute. Euh, voilà, ça pour moi c'est quelque chose parce qu'il y a tellement de coûts associés. On a parlé, vous avez les 10%, vous avez le shipping si vous vous trompez, vous avez toute une équipe derrière qu'il faut aussi rémunérer. Vous avez des coûts marketing, vous avez des coûts externes. À la fin, il reste plus grand-chose. On se rend pas compte, mais Shopify.
Stripe. Shopify. Non, mais voilà. Mais non, mais Ouais. c'est 2% par-ci, 3% par-là. Et c'est hyper important de faire attention à ça, pour avoir un business qui est rentable. Parce que avant, je me souviens à l'époque de nos parents, on disait, ah, faire 30%, c'est super. Oui, à l'époque. Aujourd'hui, vous devez avoir un site en ligne. On n'a pas encore parlé, mais le point of sale, des fois, vous devez avoir aussi une boutique physique parce qu'il faut montrer le produit. Et c'est là où Shopify fait fort parce que maintenant, ils intègrent la totalité de la chaîne de valeur. Euh, mais ça, ça coûte tout ça. C'est des infrastructures. Donc il faut, pour moi, aujourd'hui, en dessous de 90%, je ferai pas de business. Et ça peut en choquer plein. Mais Moi, ça me choque aujourd'hui. pas parce que je trouve que à la fin, c'est tellement d'énergie de lancer un business que si à la fin tu te retrouves avec, je sais pas, un pauvre 3% de marge nette, t'es dégoûté, quoi. T'as envie de pleurer, tu vois. Donc, Et même moi, ça nous, me choque pas. on n'est pas, on fait, on a, on n'investit pas beaucoup d'argent dans du Google Ads, dans du Meta Ads, mais des gens qui doivent le faire par rapport à la typologie de leur business, parce qu'ils doivent toucher leurs clients, il faut qu'ils aient la place de le faire. Il faut qu'ils aient la Bah marge oui, pour le bien faire. C'est sûr. pour ça que, Exactement. au départ, voilà, vaut mieux vendre très très cher au début, quitte à ajuster le prix si on voit que finalement tous les coûts qu'on a mal estimés au départ, ben, ça passe. Ben, moi, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Et c'est vraiment que ce cours, j'en parle souvent, parce que ça m'a traumatisé. C'est dur de définir la valeur perçue pour le client. Et moi, typiquement, je suis pas client de mes produits. Donc, comment je peux avoir un jugement, savoir quelle valeur je donne? C'est aussi pour ça que, ben, on parlait tout à l'heure d'appeler ses clients. C'est très important parce que vous n'êtes pas le client. Ce que moi, je pense, je dis, souvent dans l'équipe, je dis, ben moi, si c'est moi qui le pense, c'est que c'est faux. Parce que je suis pas le client type. Et souvent, quand on est entrepreneur, quand c'est notre site internet, notre e-commerce, notre Shopify, on s'identifie au client, mais on n'est pas le client. On n'est pas, on peut être client une fois dans l'année de ce type, mais à la base, on veut servir une population qui est plus large et potentiellement le client cible il est différent de soi-même. Donc ça, c'est important de faire abstraction de soi-même quand on a un site aussi e-commerce ou quand on vend des produits, parce qu'on n'est pas forcément le client type. Je ferais, si c'était moi, le produit serait différent. Mais je suis pas l'utilisateur. Je l'utilise pas, mon produit. Et du coup, c'était quoi le rôle des avis clients dans ta stratégie marketing? Est-ce que tu mets des fautes d'orthographe? Bah après, nous, c'est eux qui, maintenant, on a mis en place son, bah, souvent, là, le marketing automation, c'est hyper important. Et maintenant, on a une séquence où, bah, le client, il vient, au bout de X semaines, il reçoit un email, il peut laisser un avis. Euh, je pense que ça a permis de rassurer les consommateurs pour pouvoir générer des nouveaux achats et surtout pour les premiers. Donc ça nous évite, nous, ça nous fait gagner du temps. Avant, c'était nous qui devons écrire un petit mail, les gens vous écrivent, ah, qui utilise votre produit? Ah, vous faites un petit mail. Donc ça permet là de simplifier où là, il n'y a pas vraiment besoin d'humain. Aujourd'hui, tout le monde est habitué, il prend un review, il lit, on réserve tous nos restaurants comme ça, notre coiffeur, notre truc, voilà, on prend un review, on lit, on y va. Et ça, les gens sont habitués. Ça, c'est un mécanisme qui peut être automatisé à 100% où il n'y a plus besoin d'humain. Et les gens Et sont assez friands de laisser des commentaires. et C'est t'apprends des choses? Il y a des choses qui te surprennent des fois? Je suppose que tu les lis plus ou moins tous. Non, non, alors ça, c'est pour moi, écouter ses consommateurs, c'est la base. Donc pour moi, c'est mon job number one. Donc je les lis tous un par un. Euh, Après voilà, on n'a pas aussi un volume, je reçois pas 10 000 reviews par jour. Si j'en recevais 10 000, bah, je devrais faire un tri, mais maintenant avec l'intelligence artificielle, ça pourrait aller plus vite. Mais non, je les lis tous. Non, honnêtement, j'apprends pas parce que on l'a mis en place très tard. Donc on avait déjà beaucoup de retours clients, donc on savait à quoi s'attendre. C'était pas une surprise pour nous. Mais quelqu'un qui va le mettre en place day one, là, ça va être quelque chose qui va être où vous pouvez retirer beaucoup de choses. Et c'est pas encore pareil, il faut les lire. On peut pas passer, surtout au début, dans les premiers mois, il faut lire toutes les reviews. Il y a tellement à en tirer. Et même dans les mauvaises, il y a tellement à en tirer. On doit s'améliorer. Est-ce qu'on a failli dans le support? Est-ce que c'est dans le produit? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Il y a tellement, c'est une richesse. C'est énorme. Mm. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur à la fois le fait de pouvoir appeler ses clients et puis est-ce que je vends assez cher? Il y a une question qui peut être posée et qui permet aussi de déterminer quel est le prix psychologique, quel est le palier en fait au-dessus duquel il aurait
il ou elle aurait pas acheté, et puis qui permet vraiment d'aller et peut-être si jamais je dis n'importe quoi, tu vends ton produit 90 francs, tu t'aperçois que tu as 10 personnes sur les 3 derniers mois qui t'ont dit mais moi j'aurais pu l'acheter 140 parce que la valeur perçue elle se situe à ce niveau-là. Et t'imagines le gain que ça peut faire. Ah Ce oui, genre de clairement. petite action, petite question très simple, mais en fait, t'aurais été capable de l'acheter combien s'il avait été plus cher? Non, c'est clé. Je suis 100% d'accord avec toi. Encore une fois, nous, on se sous-vend en tant qu'entrepreneur. Je trouve vraiment mon expérience. Forcément, il y a peut-être 10% d'entrepreneurs ils vont se survendre. Mais globalement, on a une tendance comparé à une grande entreprise où le prix, il est toujours moins cher. Alors souvent, le produit, il est meilleur. Donc Ouais, c'est pourquoi? ça. Mhm. Et en fait, on perd la confiance aussi du client. Parce que combien de fois j'ai acheté un produit parce qu'il était plus cher? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de réfléchir, de faire un comparateur. C'est le plus cher, ça sera lui. Moi, je pars du principe, toute ma carrière, dans les différentes entreprises dans lesquelles je travaillais, le prix était défini, et quand c'était cher, c'est que ça le valait. Donc je me dis, quel est le risque? Au pire, je paye un peu plus, mais j'aurai un produit de qualité. Et nous, quand on vend sur notre site e-commerce, on vend toujours un petit peu trop bas. Et ça, c'est la tendance globale. On devrait vendre beaucoup plus cher. Alors, ça dépend aussi si t'es dans un secteur où t'es un distributeur et que tu vends des produits qui peuvent être comparés aussi à d'autres, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est sûr, clairement. Ouais, je pense Mais toujours à un truc unique. moi, j'aimerais savoir, parle-nous de ton Shopify que tu aimes tant. Je peux en Surtout, parler non, mais des moi, heures, là. ouais, Ne le lance pas. on fera un autre épisode spécial Shopify. Non, mais moi j'aimerais savoir combien tu as de visiteurs par mois, d'où ils viennent, et à peu près combien convertissent quoi sur 100. Je dirais qu'aujourd'hui, on a entre 5 et 10 000 visiteurs par mois, comme ça à la louche. Et ils viennent principalement États-Unis, euh, et France, Suisse et Australie, et un petit peu au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis. Ouais. Ok. C'est un peu Alors ça. j'imaginais quand je disais d'où ils viennent, est-ce que c'est organique, est-ce que c'est t'as dit que tu faisais pas de ads? Comment ça se 100% passe? organique, pas de hâte, 100% organique. Bravo. Ce qu'on appelle une Après, belle traction. non, en fait, on dépense aussi beaucoup d'énergie à aller voir nos clients. C'est-à-dire que on a aussi mis en place un réseau de distributeurs dans le monde entier qui vont aller toucher aussi les personnes qui vont venir sur le site de référence. Pas tout le monde passe commande chez nous. D'accord. Donc ça aussi c'est important, ça permet de faire connaître la marque. Et nous on a juste à assurer une image de marque du produit. Il y en a qui vont passer commande chez nous, d'autres qui vont passer chez le distributeur. On a quasiment pas d'accord de distribution exclusive, mais ça permet de faire connaître le produit assez facilement. Parce qu'aujourd'hui, ce serait trop compliqué pour moi d'aller toucher avec de la pub chaque maître chien à targeter, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc voilà. Donc nous, notre stratégie, ça a été voir. Bon, on fait des événements du domaine, les key opinion leaders, et ensuite nos distributeurs qui font des événements dans les pays. Donc c'est un peu comme ça que ça Et fonctionne. aujourd'hui, en termes de vente, distributeur et Shopify et site, 50-50. 50-50. Ok. Mais Ouais, tout non, passe par ça Shopify. reste un gros. Ok, d'accord. En fait, nous, on Gros a choisi même nos distributeur. commandes, ce que nous on appelle les draft orders, les commandes offline, on les rentre dans Shopify. Donc encore une fois, c'est le cœur de l'entreprise parce que ça permet de gérer ça très très bien. Les prochains gros enjeux ou projets pour les mois à venir, qu'est-ce que c'est? Scaler, 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 scaler. Il faut toujours scaler, c'est vraiment le but. Aujourd'hui, on a la beauté on peut scaler sans augmenter nos ressources humaines. C'est-à-dire que on a encore de la marge pour ça. Notre site de production, il peut produire encore plus. Donc il est bien dimensionné pour ça. Donc on peut augmenter nos ventes. Nous, le levier sur lequel on peut jouer, on fait pas de ads, on fait pas. Ça va être vraiment d'augmenter nos réseaux de distribution, d'être présent dans plus de pays, être plus visible sur des événements comme des conférences où on peut tout de suite toucher plus de personnes. Mais on reste sur l'humain. C'est-à-dire c'est l'humain qui me permet de développer mon e-commerce parce qu'après c'est du bouche à oreille. Euh, je pense qu'en Mais alors Suisse, ça, j'ai dû faire trois, quatre événements, et puis les gens, quasiment tout le monde nous connaît parce que c'est le bouche à oreille, ça va vite. Et ça, on a encore tendance à l'oublier, mais combien de fois on achète quelque chose,
même une bouteille de vin, vous avez trouvé un petit viticulteur en Suisse, elle vous plaît, vous étiez chez les amis, ah, je l'ai goûté, j'aime bien. Euh, ah bah oui, il est là, vous allez sur Internet le soir, vous commandez, ça va vite, ça va super vite. Et c'est du bouche à oreille. Euh, Exemple, là récemment, je reviens du Canada, j'ai découvert une eau de sirop d'érable, super. On va sur Internet, elle est là. J'étais avec un copain, je lui envoie un autre copain, mais t'as goûté ça, ils sont venus à la maison. Et celui qui avait son petit site e-commerce en Suisse, il a reçu peut-être 10, 15, 20 commandes. Mais avec une vente, il en a créé 20. Et c'est hyper important de ce bouche à oreille aussi. Et du coup, sur les événements que tu as pour encore cette année, ça va représenter combien d'événements, que ce soit en Suisse ou ailleurs? Aujourd'hui, ça va être, il nous reste encore, je pense, entre nous et nos distributeurs, on va être sur 5, 6 événements, ça, on va dire un par mois à peu près. Ok. Et ça, généralement, maintenant, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est que c'est plus nous qui allons aux événements. Donc, c'est fournir tout ce qui est marketing matériel pour nos distributeurs, pour qu'eux puissent aller représenter la marque. Donc, d'avoir les outils pour faire ça, et nous vraiment de se enfin, concentrer sur la partie opérationnelle. Puis on est toujours accessible pour nos clients. C'est pas parce que quelqu'un va commander chez un distributeur qu'il peut pas faire un meeting avec moi. Il a accès à mon calendrier, il fait un meeting avec moi s'il a envie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on se rend disponible pour les clients. Et ça aussi, il faut pas avoir peur de mettre le lien de son calendrier en ligne. Et vous allez bien dormir, vous allez pas être harcelé. Les gens, ils viennent, ils respectent. Faut rester positif dans le monde dans lequel on vit. Les gens, il y a un énorme respect. Et les gens, ils savent que votre temps, il est hyper important. Et ils vous font des meetings de temps en temps. Mais ça, encore une fois, ça permet d'asseoir le produit, d'asseoir l'image de marque. Et c'est bénéfique pour le business. On a une toute dernière question. Il n'y a pas que le e-commerce dans la vie. Est-ce que tu peux nous faire une suggestion Netflix, destination voyage, cinéma, la- Oh là là. ta dernière monomanie? Hum, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai récemment Shane Paris sur le clear thinking. Récemment, j'ai écouté Génération Do It Yourself. C'est assez intéressant comme quoi on pense que on enlève nos biais et c'est important en tant qu'entrepreneur pour vraiment écouter les clients finalement. On pense qu'on les écoute vraiment, mais on les biaise aussi. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Donc, il parle de ce fameux clear thinking, donc comment prendre les bonnes décisions et comment euh, vraiment à pas avoir des biais intellectuels. Parce qu'on dit, ah oui, moi je suis plutôt comme ça, du coup je vais essayer de compenser comme ça. Mais ça marche pas comme ça. Donc, j'invite les gens à écouter le podcast. Je pense que vous mettrez le lien. Je le mettrai Ouais, en ouais. description. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Merci pour ta visite. Merci à vous Ouais, de merci m'avoir invité. Grégory, c'était hyper intéressant. Super. Merci à vous.